Bonjour. Juste avant de commencer, là, je voulais juste faire un aparté. Là, vous avez été, je pense, séduit comme moi par la présentation d'Isao Yoshino juste avant. Là, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai rarement autant ri pendant un truc sur le lean. Et c'est là où ils sont forts, ces Japonais, parce que moi, quand un sensei vient dans l'usine, j'ai tout sauf envie de rire. Et là, on était tous raides. Ça doit être ça, la magie de Toyota. Alors, j'espère que vous allez découvrir ça pendant ces 2 jours. Il y a 4 ans, j'avais fait un exposé déjà sur l'innovation, j'avais appelé ça l'innovation, et j'avais essayé de voir comment le lean et l'innovation pouvaient être pris ensemble pour aller vers quelque chose de mieux. J'avais fait un gros focus sur les gens. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Et donc la présentation d'aujourd'hui, c'est comment le lean peut être un enabler d'innovation, et je vais aussi faire un gros focus sur les gens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais présenter un petit peu la société d'où je viens. Donc, Catherine l'a un peu fait. Donc, on est une petite société, on a une PME dans le Doubs. Donc, un peu perdu, on n'est pas dans la Silicon Valley, nous. Une société industrielle de métallurgie. Donc, on a, je dis pas, c'est une vraie usine avec des vrais process. C'est pas que les autres sont des fausses usines, mais nous, on a des presses, on a de l'huile, on a des machines-outils. Bref, on a tout ce qu'il faut pour faire de l'industrie. D'où on vient? On a été fondé par des horlogers en 95 et on a une société qui est basée sur un processus de fabrication, pas sur un produit particulier, mais sur une manière de le fabriquer. On est 130 personnes et comme j'ai dit, on est à Saint-Vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu là pas par hasard. Nos actionnaires sont des gens de l'horlogerie, de la microtechnique. Et en 95, c'est une année particulière parce que c'est le renouveau du luxe, notamment dans la montre haut de gamme. Et donc c'est quelque chose qui croît après la crise du quartz. Donc les marques ont besoin de beaucoup plus de produits. Et puis comme elles ont des plus gros volumes, elles veulent aussi ça moins cher. Donc on doit faire plus pour moins cher avec la même qualité. La réponse standard à l'époque, c'est de délocaliser dans les pays low cost une fabrication classique, donc de l'usinage, pour avoir ça, donc plus de pièces et moins cher. Et les actionnaires d'Alliance, ils sont pensés autrement. Ils sont sortis de leur zone de confort pour dire nous, on veut faire différemment. Et on va prendre une autre technologie, une technologie plus efficace, que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais surtout, ils ont fait ça pour conserver des lead time courts. Toute l'histoire d'Alliance est basée sur la réduction et la maîtrise des lead time. Et ça, c'est essentiel dans la compréhension de ce qui va suivre. Donc nous, on a été créés pour avoir des lead time les plus courts possibles et les réduire en permanence. Quelle est notre technologie? Quand on veut faire une pièce classique en horlogerie, on a une technologie qu'on appelle subtractive, c'est-à-dire c'est l'usinage. On va prendre un gros bloc de métal et puis on va aller fraiser dedans ou tourner dedans pour aller extraire le produit. Comme à l'âge de pierre. Je dis ça quand je ne suis pas de très bonne humeur. Mais bref, c'est quelque chose qui n'est pas très novateur. Et puis, on a introduit quelque chose de neuf, c'est un procédé qui est formatif. Donc, on va aller faire pousser le métal autour des trous de la pièce. Donc, on va aller construire la pièce autour de ces trous. Et ça, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins mangeur d'énergie et de matière. Et donc, c'est plus compétitif. Et comme en plus, on le fait localement, on a cette réduction de lead time de manière automatique. Alors, je vais détailler un petit peu pour que vous compreniez bien, parce que l'aspect innovant vient derrière tout ça. La matière première, c'est une poudre. On part d'une poudre métallique très fine qu'on mélange à un liant plastique. On appelle ça le feedstock, c'est un granulé. Et ce granulé-là, on va le travailler exactement comme une matière plastique traditionnelle. Donc nous, on fabrique des pièces métalliques, mais en les pensant et en les fabriquant comme de l'injection plastique. Donc une fois qu'on a la matière, on a bien sûr une phase d'ingénierie, je vais revenir dessus plus tard. Donc on va concevoir des outillages pour mettre en forme cette pièce, puis on va fabriquer ces outillages, donc ça, on fabrique tout ça en interne avec des technologies assez classiques. Et donc ce feedstock, cette matière première, on va la mettre en forme par injection, c'est-à-dire qu'on va prendre le moule, on va la mettre dans la presse et on va mouler exactement comme ce type de pièce que j'ai dans la main, en plastique ici. Et puis vous allez voir tout à l'heure qu'on a développé d'autres technologies en parallèle de ça. Une fois que la pièce est mise en forme, on a un composite poudre plastique. Et on va enlever le plastique, qui est juste le vecteur de mise en forme. Opération de thermochimie, on obtient un agrégat de poudre. Et cet agrégat de poudre, on va le friter pour obtenir une pièce finale exactement identique dans ses propriétés, ses formes, ses capacités physico-chimiques à une pièce qui serait sortie d'une barre. La grosse différence, c'est qu'on l'a fait pousser au lieu de l'extraire d'un bloc. Si je résume ça par la slide suivante, on a la poudre de départ, la pièce injectée et la pièce fritée. On voit le retrait qui est obtenu lors du fritage quand on a densifié la pièce par rapport au trou qui a été laissé par le plastique. On
On a ça, donc quand je dis la pièce se forme autour de ces trous, c'est exactement le cas. Hein. Donc on fait pousser la pièce autour des trous, comme une pièce d'injection. Et donc le résumé de notre techno, c'est on résonne plastique, mais on a du métal. Et ça, c'est unique dans l'histoire de l'industrie. C'est la seule technologie qui permet de faire ça avec des métaux normalisés. Il y a bien sûr, on peut injecter des métaux comme le Zamac à la forme liquide, mais nous, on fait des métaux normalisés, les aciers, les titanes, les superalliages, comme les procédés traditionnels. Nos secteurs d'activité sont évidemment la montre, puisque ça, c'est le point de départ de l'entreprise. Et puis après, je vais vous expliquer qu'on a été vers d'autres secteurs, dont l'aéronautique, par exemple, mais aussi le médical et plein d'autres choses. Et puis, on a eu un produit particulier, et c'est celui-ci. Un peu avant les années 2000, en 99, il y a une révolution qui apparaît dans le monde tout autour de la planète, c'est le téléphone portable. Avant, il n'y avait pas, et là, il arrive, et c'est la première fois qu'un produit arrive en si peu de temps sur le marché. Donc c'est le boom du téléphone portable, et là, il y a un souci qui se crée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une gamme. Et quand on est trader, quand on est émir ou oligarque russe, on a un problème parce qu'on a le même téléphone que tout le monde. Et ça, c'est un souci. Alors, il y a des gens, c'est Nokia, qui a dit ben, je vais répondre à ce souci et je vais faire un téléphone de luxe. Je vais faire la Rolex du téléphone. Et là, c'était un point important pour nous parce que dans la téléphonie, il résonne injection. Toutes les pièces étant en plastique, il résonne injection. Donc, notre technologie était la technologie qui semblait évidente pour eux. Et puis, ils cherchaient cette technologie-là. Alors, on n'est pas tout seul dans le monde. Par contre, ils cherchaient une boîte qui était capable de le faire pour du luxe. Et là, on était tout seul. Et donc, ils sont venus chez nous. Et on a fait des claviers de téléphone pour Nokia, qui s'est appelé Vertu. Ils ont fait la même chose que Toyota avec Lexus. Et on a fait tous leurs claviers pendant des années. Et donc, c'est un produit qui nous a complètement transformés. Je vais vous montrer comment. Il nous a transformés de cette manière-là. Quand ils sont venus, on était 25 personnes dans la boutique. Donc, autrement dit, rien du tout par rapport à une société comme Nokia. C'était un monstre à côté de nous. Et donc, ils nous ont demandé de faire beaucoup plus que ce qu'on savait faire. Et donc, on a vécu une croissance extraordinaire de ce type, croissance à 2 chiffres pendant plusieurs années. Et ça, c'est le rêve peut-être de tous les patrons, mais je peux vous dire qu'en tant que patron, ce n'est pas le rêve du tout parce que c'est extrêmement compliqué. Et là, on a failli crever parce que cette montée-là, on n'a pas su la faire proprement, on a cramé du cash dans tous les sens, on livrait aucun client, on avait des taux de rebut démentiels. Et la première fois que je suis venu au Lean Summit, au premier, donc c'était en 2006, c'était ici, quand j'arrivais plus rien à livrer et que j'ai commencé à regarder comment on peut produire proprement. Et là, c'est là que je suis tombé sur le Toyota Production System et donc le Lean. C'est ici, c'est le premier où je suis venu. Et puis après, les choses ont continué, j'ai réussi à livrer, on a réussi à faire de l'argent, et donc en 2007, fin 2007, on a fait la meilleure année de tous les temps. Et puis en 2008, il y a Lehman Brothers qui fait chuter tout le monde du luxe. Et en même temps, la même année, il y a l'ami Steve Jobs qui invente le téléphone sans clavier. Et donc les deux d'un coup, ça a fait juste ça. Et ça a été terrible parce qu'on a perdu en un an 75% de carnet de commandes. Et donc tous les produits qu'on savait bien faire, tous les produits en plus où on avait le plus de marge, sont disparus en moins de 4 mois. Donc ça, c'était très très dur. Et donc on a réussi à repartir sur cette phase-là avec de l'ingénierie. Alors je suis venu au Lean Summit en 2008, quand on était en plein dans la crise, pour voir comment le Lean pouvait nous aider à survivre à une crise aussi importante. Et puis après, quand je suis revenu, c'était en 2000, c'était il y a 4 ans ou 6 ans, c'était ici, là, sur le réingénierie. Est-ce que je me dis là, c'est qu'à chaque fois que je viens, je vois que cette courbe, elle prend des airs très bizarres, donc j'ai un peu peur pour l'année prochaine, là, parce que je ne sais pas trop où ça va m'emmener, tout ça. Ce que je sais, c'est qu'on doit s'adapter. Les plus forts, ceux qui restent, ne sont pas les plus grosses boutiques. Moi, j'ai vu des boutiques comme Nokia. Nokia, en 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un colosse absolu. Ils avaient des trésoreries en milliards, et aujourd'hui, Nokia, ça n'existe plus. Je l'ai vu, je n'ai pas travaillé pour eux, mais je fais de la photo, donc je connais bien Kodak, et j'ai vu exactement la même chose. Donc, ce n'est pas les plus gros qui tiennent, c'est ceux qui s'adaptent le mieux, ce sont les plus agiles, les plus flexibles. Et donc, ce que je sais, c'est que le futur, la clé de notre futur, elle est liée à notre capacité d'adaptation, à notre capacité d'innovation. Et cette manière d'innover, la manière d'innover, a changé au cours du temps. Et je pense que le Lean est un mode d'innovation qui peut être extrêmement efficace. Si on regarde comment on innovait dans le passé,
et toujours pour certaines boutiques, on innovait assez souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un grand chef qui disait dans 10 ans, on marche sur la Lune. Ça a fonctionné, on mettait les moyens et ça fonctionnait. Aujourd'hui, vu la vitesse où va la société, vu toute cette rapidité, tout ce qui arrive de partout, c'est beaucoup plus compliqué de faire comme ça. Et quand on innove, ce que je pense qui est vraiment important, c'est de savoir quelle est notre intention. Quand on fait quelque chose, notamment en ligne, on essaye toujours de voir quelle est notre intention, parce que c'est ça qui va en même temps construire la philosophie de l'entreprise et sa stratégie. Alors, quelle est notre intention quand on innove? Si je me suis penché beaucoup sur la question, et en fait, on revient au basique, et donc il y a Taishi Ohno, il a écrit un bouquin qui est absolument génial, que je conseille à tout le monde, qui est petit, qui s'appelle Workplace Management, et qui est la base de ce qu'il a mis en place sur le Lean. Et dans son bouquin, il explique la chose suivante, c'est qu'il y a 3 manières de voir un coût. Et il dit, pour un financier, ces formules-là sont toutes identiques. Et c'est vrai, mathématiquement parlant, elles sont toutes identiques. Par contre, la manière dont on l'écrit exprime la manière dont on voit le business et donc notre intention. Si on regarde la deuxième formule, ça vous explique qu'on va vers le luxe. Donc Louis Vuitton ou Nike, ils vont innover d'une certaine manière, qui n'est pas la même que si on est sur la Formule 3, où là c'est plutôt Monsanto qui parle et qui dit j'ai le monopole, donc j'innove de cette manière-là, parce que mon prix de vente, c'est mon coût et mon profit est défini. Nous, on est une société de sous-traitance, et aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que le prix est défini par le marché. Et donc c'est la première formule qui s'applique. Par rapport à ça, par rapport à ces formules-là, cette manière de voir, on va définir des outils. On a tous, on dit souvent que le Lean est une boîte à outils, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais on a évidemment besoin d'outils, et la manière dont on conçoit ces outils, la manière dont on les utilise, vont nous façonner. Et donc il faut choisir les bons outils. Quand on fait de la recherche, quand on innove, en général on fait de la recherche, et quand on fait de la recherche, on a des outils. Si on est astronome, on a un télescope. Si on est biologiste, on a un microscope. En Lean, on l'a l'outil. Quel que soit notre secteur d'activité, cet outil-là, on l'a. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quoi? Non. Non. Eh oui, bien. C'est le Kanban. L'outil d'innovation, c'est le Kanban. Si vous devez retenir une seule chose à exposer, c'est ça. Le Kanban est essentiel pour tout, notamment pour l'innovation. Alors attention, on sait tous ce que c'est qu'un Kanban. Ici, dans le Lean, là, je pense que c'est un mot qui parle à peu près tout le monde. Kanban, si je parle Kanban, ce qui vient à votre esprit, c'est séquenceur, petit train, lissage. Je pense que c'est des concepts qui vous parlent complètement. Par contre, ce qui ne parle pas forcément, c'est le fait que le Kanban est considéré, à mon sens, pas toujours de la manière optimum. Reprenons. Le Kanban est généralement vu comme un système d'appel de production. Et c'est complètement faux. Le Kanban, c'est quelque chose qui compte le temps et pas forcément la production. Le Kanban est une mesure de l'unité de temps. Et ça change absolument tout dans l'approche. Pourquoi c'est important ce que je dis? Parce qu'en France, notamment, on a une baguette magique. On est des véritables Harry Potter et on bureaucratise tout. Si vous pensez qu'on ne peut pas bureaucratiser un Kanban, moi je peux vous dire que je l'ai fait à l'usine, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a un système qui fonctionne, c'est du flux tiré, on est content. Mais ça n'a rien à voir avec du flux tendu et ça ne met pas en évidence les problèmes vrais parce qu'on donne le temps nécessaire pour résoudre ces problèmes-là. À partir du moment où on tire en temps, ça change complètement la manière de voir les choses. Et c'est là qu'on va innover, pas avant. Avant, on a un système d'appel de production qui marche bien, on est content. Mais on n'innove pas. On innove quand on compte les temps. Et ça, c'est fondamental. Alors là, on va faire la différence entre le bon Kanban et le mauvais Kanban. Vous connaissez l'histoire du chasseur. Il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur. Alors le bon chasseur, il tire, puis le mauvais chasseur, il tire, oui, mais c'est pas pareil. Et bien le Kanban, c'est pareil. Il y a le mauvais Kanban, alors il tire. Mais c'est pas pareil.
Là, il y a un bon Kanban, puis il y a un mauvais Kanban. Ça, c'est chez nous, hein, donc je sais de quoi je parle. Le Kanban de droite, c'est un mauvais Kanban. C'est un mauvais Kanban parce qu'il y a 4 cartes d'avance. Donc, on ne tire pas vraiment. L'opérateur, il sait exactement ce qui va se passer, et on tire pas. Et si tout se passe bien, en plus, il va regrouper les cartes. Le bon Kanban, c'est celui de gauche, où il n'y a qu'une seule carte d'avance. Ça, c'est le vrai Kanban. Si... Comment ? Là, je ne sais pas. Ça dépend du produit. Mais ce qu'on a vu, c'est que quand on a commencé à compter les temps, on est arrivé à jusqu'à 6 fois le temps alloué pour que la carte revienne. Donc, ce n'est pas rien du tout, quoi. Donc, le temps est essentiel dans la mise en place du Kanban et dans l'utilisation du Kanban. Si je voudrais rendre ça un petit peu peut-être plus perceptible, vous savez, quand vous allez acheter le pain, ça, vous y allez en milieu d'après-midi. Il n'y a personne dans la boutique, le boulanger boulange la boulangère, et puis vous n'êtes pas servi, il n'y a personne. Donc ça ne marche pas bien. Si vous y allez à 11h30 après la messe, là il y a un monde de dingue, il y a les anciens qui veulent un truc comme ça, il y a les bobos qui ne savent pas s'il y a du gluten ou pas, donc ça prend un temps monstre. Vous n'êtes pas servi non plus. Ça ne marche pas. C'est pareil pour les cartes. Là où ça marche bien, c'est quand vous arrivez dans la boulangerie, il y a une personne devant vous, elle est servie, puis il y a vous juste derrière. Là vous savez que ça va bien marcher. Ben, les cartes Kanban, c'est exactement la même chose. Il en faut une qui bosse et une devant. Et derrière, on peut compter les temps. Et quand on n'est pas dans le temps, on va trouver les solutions et c'est là qu'on va innover vraiment. Résumons tout ça. L'unité, c'est le temps. Et l'essence, c'est de le réduire. Et quand on regarde les temps, qu'on essaye de les réduire, ce qu'on va mettre en évidence, ce sont les délinquants. Et c'est ces cartes délinquantes qu'on va aller traquer, qu'on va aller tracer. Et pour réduire ces nombres de cartes délinquantes, on va aller innover. C'est là qu'on va changer les process, c'est là qu'on va les améliorer. Et tout ça, ça se fait évidemment avec l'ordo. Quand on voit que l'innovation est liée au Kanban, à la réduction des lead time, ce qu'on se dit, c'est que délocaliser est une hérésie. Cette histoire de lead time liée à l'innovation, ce n'est pas forcément une évidence. Maintenant, quand on regarde un peu plus dans le passé, on s'aperçoit que ça a toujours été le cas. Pratiquement toutes les innovations ont été liées à une réduction de lead time. On a inventé l'imprimerie pour aller plus vite que l'écriture manuelle. On a inventé le train pour aller plus vite que le cheval, et puis après l'avion pour aller plus vite que le bateau, puis après le moteur à réaction pour aller plus vite que le moteur à hélice. On fait de la chirurgie robotisée pour que les gens sortent plus vite des hôpitaux. Donc tout est lié au lead time, absolument tout. Donc si vous gérez vos lead time, si vous essayez de réduire vos lead time, mécaniquement, on va innover. J'ai dit que les gens étaient essentiels à l'innovation, et c'est le cas. La première chose, c'est que l'innovation, ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a plus personne qui est dans sa tour, un grand savant qui prend le truc tout seul. Ça se fait en groupe. Et donc la collaboration est l'essence même de l'innovation. La collaboration avec les gens de l'entreprise, évidemment, mais aussi avec ses clients et aussi avec ses fournisseurs. Nous, on a un procédé qui est particulier. Peu de nos clients connaissent ce procédé, en tout cas au début. Et donc, on est bien obligé de travailler avec eux pour qu'ils adaptent quelque part leurs produits à notre procédé, que nous aussi, on s'adapte à leurs produits. C'est à travers cette collaboration que ça se fait. Alors tout le monde dit qu'ils collaborent, évidemment, toutes les sociétés collaborent entre elles. Ce dont je veux parler, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est l'intense collaboration. Et l'écart, il est là. Si vous prenez des gens doués, comme Paul et John, quand ils travaillent tout seuls, ils font des trucs sympas, les choses sont claires. Mais quand ils travaillent en intense collaboration, ils font des chefs-d'œuvre. Et moi, c'est ce que je veux faire avec mes clients et mes fournisseurs. C'est ça qui est important. Donc l'innovation, elle vient de la réduction des lead time et de la collaboration. On est une société de process chez nous. Et en ligne, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit que le produit est le process. Et donc, si on veut des produits de rupture, eh ben, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut aussi des process de rupture. Et la grande rupture qu'on vit en ce moment, c'est la rupture du digital. Tout le monde en parle, il y a des sessions là-dessus. Alors le digital, on pense souvent informatique. Mais l'informatique, ce n'est pas le digital. C'est une vision du digital ou une chose qui s'est sortie du digital, mais ce n'est pas du tout le digital. Pas à mon sens, en tout cas. C'est bien moins que ça. Le digital, c'est beaucoup plus que l'informatique.
Un produit digital, pour moi, il a 3 critères. Le premier, c'est qu'on doit maîtriser le bit, ou le pixel, ou le grain. L'unité minimum doit être maîtrisable. Et puis, on est en temps réel, c'est-à-dire qu'on fait face à un film d'informations sur lequel on doit réagir, et en plus, on peut le partager. Pour moi, c'est ça, le digital. Alors, effectivement, avec l'informatique, c'est plus facile, mais il y a beaucoup de choses qui sont digitales sans être forcément informatiques. Par exemple, ça. Ce qu'on voit souvent, c'est que les gens essayent d'informatiser des processus obsolètes. Et on appelle ça la digitalisation. Ça, c'est faux, ce n'est pas de l'innovation. La vraie innovation, c'est quand on pense différemment. Si je suis artificier, je veux digitaliser mon système. Alors, je peux prendre un ordinateur qui me fait les séquences de mise à feu automatiquement. Ça, ce n'est pas de la digitalisation. La digitalisation, c'est quand chaque pixel lumineux dans le ciel est contrôlable individuellement. C'est ce feu d'artifice là, des jeux de Pyongyang. Bon, pas Pyongyang, c'est l'autre. Bref, les jeux d'hiver. Où le feu d'artifice, ce sont des balais de drones qui sont contrôlés un par un, en temps réel, et qu'on peut photographier comme ça. Ça, c'est du digital. Et ça, c'est une rupture technologique complètement dingue par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est ce qui va arriver à peu près partout. D'un autre côté, quand on dit le produit est le process, la réciproque est vraie, le process est le produit. Et donc, si on veut des bons produits, il faut des bons process. On a parlé avec Michael tout à l'heure de dire qu'en production, moi je ne connais pas de mauvaises usines, il n'y a pas vraiment de mauvaises usines. Et puis quand on fait un gros effort sur une usine, quand on gagne 5%, moi je ne suis pas trop d'usine, je peux vous dire que c'est déjà beau. C'est à l'ingénierie qu'on va travailler tout ça. Et si on regarde le coût du produit, c'est pour ça que quand on demande des réductions, mes clients me demandent des réductions de coûts, je suis tout de suite un peu énervé, déjà j'aime pas les acheteurs, mais c'est une autre question. C'est qu'une fois que le produit il est calé, on ne peut pas faire grand chose pour réduire son coût. Une fois que vous avez la matière, l'énergie, la main d'œuvre, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Alors on peut s'organiser mieux, mais ça s'arrête là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le product design, c'est ça qui compte beaucoup dans le coût du produit. Donc il n'y a pas vraiment de mauvaise usine. Par contre, des produits mal conçus, il y en a des tas. Et en ingénierie, ce qui compte, c'est exactement la même chose, c'est d'avoir un Kanban et de chercher des délinquants. Ça, c'est un tableau de target cost qu'on a chez nous, où tous les projets vont être suivis, et on va regarder ce qui dérape en temps pour aller mettre la flèche du délinquant et travailler dessus de manière plus poussée. Donc la recherche des lead times, c'est à travers ça, et c'est là qu'on souvent on va réingénierer la pièce pour aller plus vite. Et puis l'innovation, je dis ça vient des gens, ça vient aussi des conditions. Pour innover, il faut une culture. Personne n'innove s'il ne connaît rien, ça c'est pas vrai. Et puis, il faut un environnement. On sait que les Bell Laboratories, par exemple, ont favorisé l'environnement parce que l'environnement était bon. Il y a eu Budapest dans les années, tout au début du dernier siècle, où cet agrégat de gens, dans les bonnes conditions, ont amené l'innovation. L'innovation, elle ne se décrète pas. Il faut pouvoir l'amener. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on essaye que les gens travaillent ensemble dans des bons open space et avec aussi des possibilités de travailler ensemble. Et je vais parler tout à l'heure de la relation. J'y viens tout de suite. En tant que patron d'entreprise, je suis obsédé par ce qui peut nous tuer. J'ai trop souffert avec Nokia. Et maintenant, mon obsession, c'est qu'est-ce qui va nous mettre la prochaine balle là. Alors, le premier danger, c'est ça. Ce tableau-là, il s'appelle le conseil d'administration. Vous savez, c'est ces mecs qui se sont entraînés de manière solitaire à aller le plus vite possible à la solution connue, nos grandes écoles. Quand on innove, il vaut mieux travailler en groupe pour aller le plus vite possible à la solution qu'on ne connaît pas, non? Et ce que disait Isao Yoshino il y a une heure, il disait pour augmenter de 10%, on peut prendre des solutions connues, mais quand on doit faire une rupture de 50%, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes process. Là, on a toujours les mêmes gens. Alors ça fait d'excellents contrôleurs de gestion, je ne sais pas si on a besoin de ces gens-là. Heureusement, beaucoup vont dans la banque, mais quand ils commencent à innover, on sait ce que ça donne. Hein. Et puis, le flux tiré, le flux tendu, je dois dire, c'est compliqué. Quand je dis, je regarde la personne qui va mettre la prochaine balle, on pense à la guerre, donc je suis allé voir les spécialistes de la guerre. Vous comprenez tous l'allemand? Pas de problème. Je traduis quand même pour ceux qui ne savent pas. Clausewitz, dans De la guerre, il dit, faire la guerre, c'est simple, c'est plein de petites choses simples, sauf que, mise bout à bout, et parce qu'on est en guerre,
ça génère de la friction qu'on ne peut pas comprendre si on n'a jamais fait la guerre. Eh bien, le flux tiré, c'est à peu près pareil. C'est pas très compliqué, le flux tiré, le flux tendu. Il y a les cartes Kanban, on va la chercher, le petit train, il n'y a rien de phénoménal là-dedans. Sauf que ça génère de la tension, ça génère de la friction. Et cette friction-là, si on n'y fait pas attention, ça peut poser problème dans les équipes. Si en plus on change souvent, c'est que la France est le pays idéal quand on veut amener un changement, il n'y a pas de problème chez nous. Donc c'est pas forcément le truc le plus simple. Alors ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour ne pas mettre l'usine sur le dos, moi-même ce coup-là, il faut prendre ça à bras-le-corps et on a un programme qui est un programme excellent qui s'appelle le Job Relation. C'est pas un programme de chez nous, hein, c'est le programme du TWI, c'est le programme de Job Relation qu'ils ont pondu pendant la guerre. Ceux qui savent, le TWI, c'est quand ils ont demandé aux ménagères de faire les superforteresses pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ils se sont bien rendus compte qu'ils ne savaient pas faire ça comme ça, donc ils ont un programme de formation, il y avait le Job Method, le Job Instruction, ça qui a été repris par Toyota et par tout le monde, c'était traduit complètement. Et puis il y avait un troisième programme, qui à mon sens est le plus important, qui s'appelle le Job Relation. Et celui-là, il n'a jamais été traduit en français. Ne nous demandez pas pourquoi, mais c'est assez évident. Et ce Job Relation, il explique qu'on ne peut pas faire des bons produits si on n'a pas des bonnes relations dans l'entreprise. Et en France, le mal qui frappe le plus les salariés français, c'est le manque de reconnaissance. Et ça génère des frustrations colossales, donc des mauvaises relations, donc des mauvais produits. Donc si on veut traiter l'innovation et la qualité, il faut d'abord traiter les gens et surtout la relation qu'ils ont entre eux. Et ça, c'est pour nous ce qui a tout changé dans la manière dont on a appréhendé l'innovation. Alors je ne vais pas refaire le Job Relation parce que c'est assez long. Par contre, je vous incite à aller chercher ça parce que ça change complètement la manière dont on entreprend les ressources humaines ou le people dans l'entreprise. Juste un petit point de détail. On est, nous, dans l'industrie, des athlètes. On travaille beaucoup, on doit avoir de la performance. La différence entre eux et nous, elle n'est pas si grande que ça. En fait, la différence, c'est qu'eux, ils ont une carrière de 10 ans et en nous de 45. Donc il faut qu'on ait encore plus qu'eux un programme pour prendre soin de nous, un programme d'entraînement et un programme nutritionnel et un programme qui va bien pour que les gens soient en forme parce que vous ne faites pas de l'innovation avec des gens qui sont crevés, qui sont stressés, qui sont fatigués, en plus qui ont des mauvaises relations. Ça, c'est cuit. Et puis, quelque chose qui compte encore plus, c'est la confiance. La confiance non plus, ça ne se décrète pas, ça ne s'achète pas. Sinon, nos footballeurs, ils seraient sortis du bus en 2012. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas payés, les amis. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Par contre, pour qu'un groupe soit efficace, il faut qu'il ait confiance dans les autres. Et ça, par contre, ça se travaille. On regarde tous ces films marrants, là, je les ai mis, c'est parce qu'au départ, on a toujours des individualités qui ne veulent absolument pas bosser entre elles, et à la fin, ils acquièrent la confiance, et derrière, on fait des choses fantastiques. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil, et ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose qui est à côté, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ça se travaille sur le terrain, sur le djemba, comme disait Isao, et surtout pas depuis les bureaux. Nous, on a appelé ça comme ça, c'est-à-dire qu'on fait le plus qu'on peut pour les gens, parce que si on ne travaille pas les gens, si on ne travaille pas leurs relations, si on ne travaille pas leur physique et leur mental, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de flexible et d'adaptatif et d'agile. Et donc si je résume, ce qu'on veut dire c'est que c'est impossible de suivre le développement des gens, typiquement impossible, et qu'il y a une autre chose dont je ne parle pas là, mais c'est dans une autre salle, c'est l'impact sur l'environnement. J'ai déjà fait aussi pas mal de choses là-dessus, parce que c'est le deuxième grand sujet, en dehors de l'innovation, c'est comment on va faire pour être le plus green possible avec ce qui arrive. Et la relation et la demande client est complètement liée à tout ça. Alors, je vais parler un petit peu de notre cas sur l'innovation, comment on a amené tout ça, qui a été lié à la réduction des lead time. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait un procédé formatif, et donc, procédé formatif dit moule. Donc pour fabriquer une de nos pièces, une fois qu'on a le moule, ça va vite. Par contre, il faut qu'on ait ce moule. Et ce moule, il est cher, ça coûte, c'est en dizaines de milliers d'euros. Il est long à faire. À l'époque dont je parle, c'était 14 semaines, et il n'est pas flexible. C'est-à-dire quand on fait un moule, on fait cette pièce-là, et pas une autre. C'est-à-dire pour modifier une pièce, il faut modifier le moule, et modifier le moule, c'est vraiment chiant. Quand on a eu Nokia, dans un téléphone portable, il y a 60 pièces, à peu près, qu'il faut mouler.
Et les lead time dans la téléphonie mobile se réduisaient au fur et à mesure. Et donc, quand il faut faire 60 moules en 6 semaines, c'est assez compliqué. Avec les technologies classiques, on n'y arrivait pas. Donc Nokia m'a dit, on doit avoir ça parce qu'on doit faire 2 collections par an. Ouais. Et j'aurais dit, c'est totalement impossible. Ils sont revenus 6 semaines plus tard en mettant les 60 pièces sur une table, en disant, au Japon, ils savent faire. Donc il dit, vous vous y mettez pour le prochain téléphone ou on vous sort du panel. Alors je suis allé voir au Japon, puis j'ai regardé comment ils faisaient. Et alors je ne vais pas trop détailler, mais en fait, pour fabriquer un moule, il y a plein d'étapes. Et en fait, la valeur ajoutée était pas... ça mettait 14 semaines, mais là-dedans, il y avait quelques jours en fait, de valeur ajoutée. Et eux, ils arrivaient avec des méthodes différentes, comme le fraisage dur, par exemple, à réaliser ce qu'on faisait en 16 semaines, en 12 semaines, ils mettaient 4h30. C'est juste une rupture, c'est même plus une rupture, quoi. C'est un truc de dingue, on n'y croyait pas. Alors je suis allé voir, hein, puis je l'ai vu, puis je suis revenu complètement épaté. Donc on a acheté ce genre de truc. Et puis derrière, on a réussi à avoir les autres commandes, jusqu'en 2007, où là, c'est autre chose qui s'est passé. Et puis, on a réussi à faire nos moules en 6 semaines. Donc 6 semaines, c'est beaucoup plus court. On a divisé par 2. Mais ce n'était pas encore assez rapide, parce qu'il y a des clients qui voulaient la pièce tout de suite. Alors on s'est dit, on va passer sur autre chose. On va essayer de faire nos moules, non plus avec... parce que le moule lui-même est fait en processus subtractif. Donc on va faire le moule en procédé additif. Donc on va imprimer ce moule. On a essayé ça, puis ça ne marchait pas très bien pour différentes raisons. On s'est dit, pourquoi il y aura encore besoin d'un moule ? Est-ce qu'on ne pourrait pas directement imprimer la pièce? On est con. Et c'est ce qu'on fait. Donc maintenant, ça ce sont les nouvelles machines qui sont en train d'arriver. Ça c'est la révolution actuelle. Hein. On est en train d'imprimer nos pièces, donc on est en train de se passer des outillages. Donc c'est un truc complètement dingue, à mon sens. Hein. Et donc on arrive à faire des pièces maintenant, qui sont même plus moulables du tout. Là, cette mouche et cette grenouille sont totalement imprimées, 316 ailes, avec des plaquages. On arrive à faire des choses qu'on ne pouvait même pas concevoir avant, parce que ça, c'est fait en une seule fois. Et donc, l'innovation liée à la réduction de lead time vous amène à des choses que vous ne pouviez même pas concevoir avant. C'est ça que je veux dire. Si je finis rapidement, donc notre stratégie d'entreprise, elle est basée sur le lean, clairement, sur le green. C'est quelque chose que je n'ai pas trop évoqué aujourd'hui, mais c'est le deuxième thème qui est meneur d'innovation pour nous. Et puis si je dois résumer quelle est la société du futur, comment moi je la vois? Eh bien, je la vois numérique, c'est clair, il n'y a pas photo. Je la vois connectée et je la vois green. Ça veut dire quoi, numérique? Quel est le lien entre le Kanban, le digital et les gens? Eh bien, si on regarde le job relation, la première chose qu'ils vous disent, c'est que l'individu doit être considéré en individualité. En France, on a toujours tendance à considérer les gens en catégories socio-professionnelles, en groupe, en bloc. Le job relation vous dit que chaque individu est différent. Ce n'est pas parce qu'il a le même poste qu'il a la même paye, ce n'est pas parce qu'il a le même paye qu'il a les mêmes problèmes. Chaque famille est différente, chaque individu est différent. C'est exactement cette granularité, c'est ce pixel ou ce bit du digital. Donc je pense que le job relation est la méthode qui va le mieux pour gérer les transformations managériales qui vont être amenées par la révolution numérique. Parce que là aussi, on peut employer exactement les mêmes manières de faire. Puis je voudrais vous présenter quand même la première machine digitale. La première machine digitale, c'est le modèle Toyota. C'est un modèle Mathias et Toyota 1924, le modèle G. Ça, c'est la première machine digitale. On ne parle pas d'informatique là, mais on parle déjà de digital. Leur grande innovation, c'est de considérer le fil unitairement. Avant, quand un fil pétait, tout le tissu était foutu. Là, quand un fil pète, la machine s'arrête. C'est le grain, le pixel, le bit, le fil. Chaque fil est contrôlé individuellement. Et puis, ça travaille à l'appel, c'est-à-dire qu'on peut changer la couleur sans arrêter la machine. C'est la première machine qui fait ça. Là, on est dans Twitter ou dans Facebook. Le truc qui arrive à l'appel. Et en plus, l'humain est pris en compte parce que c'est la première machine où ils ont pris en compte les gestes humains pour pouvoir faciliter les opérations de l'opérateur. Donc ça, c'est la première machine numérique au sens où on l'entend maintenant. Et c'est la fin, donc j'ai essayé de résumer ça en agrégeant un petit peu toutes les choses. Je voulais vous la chanter, mais on m'a piqué mon banjo, là, donc je ne vais pas faire. Mais si on doit retenir quelque chose, c'est que le Kanban est absolument important, les gens et le client. S'il y a une chose à garder, c'est ça.
Et le lead time, c'est ce qui fait le lien à travers tout ça et ce qui nous permet d'innover. Messieurs, dames, j'en ai fini. Si vous avez des questions, c'est volontiers.